'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fireplace with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart. This episode is brought to you by AWS. Amazon Q Business is the generative AI assistant that can securely understand your business data, summarize results, and streamline tasks. Learn what Amazon Q Business can do for you at aws.com/learn more. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine Turgy, a.k.a. Stitch, randonneuse de longue randonnée. Et moi, c'est Alex Godard, cinéaste d'aventure et randonneur aussi. Donc, aujourd'hui, on a un bel épisode qui va être rempli d'informations avec une femme inspirante. Ce qui va être le fun avec cet épisode-là, c'est que vous allez en apprendre sur un certain métier par rapport à l'aventure, mais vous allez aussi apprendre quelques astuces de comment bien randonner en groupe. Donc, Catherine, je te laisse présenter brièvement notre invitée parce que elle se présente elle-même aussi ensuite. Oui, on a eu la chance de recevoir pour une deuxième fois René-Claude Bastien, guide d'aventure là, depuis 20 ans. Puis je la laisse se présenter. Là. On a vraiment eu des échanges super intéressants. On vous souhaite une bonne écoute. Hey, salut René-Claude, merci de te rejoindre à nous encore pour un autre épisode. On trouve que ça a tellement bien cliqué la dernière fois, puis je pense qu'on avait encore beaucoup et beaucoup à dire, donc c'était juste naturel pour nous de te réinviter. Alors, merci d'être là. Ben oui, merci Alex puis Catherine, merci de me recevoir. Je suis vraiment contente de participer à ça ce matin. Donc, pour les gens qui n'ont pas écouté la dernière épisode, qu'on t'avait déjà introduit un peu pour les gens qui ne te connaissaient pas, mais qui ne te connaît pas dans le monde de l'aventure au Québec. Mais on va quand même te redemander de te représenter pour, encore une fois, juste que le monde sache un peu t'es qui en gros. Ben oui, c'est ça serait prétentieux de penser que tout le monde me connaît. Mais oui, donc René-Claude Bastien, moi je suis guide d'aventure professionnelle depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis également formatrice de plein air pour les différentes fédérations de plein air québécoises et d'autres organismes de plein air pan-canadiens. Puis je suis également coordonnatrice et enseignante du programme de guide en tourisme d'aventure au Cégep de Saint-Laurent. Super, puis est-ce que tu peux nous parler, tu sais, comment tu as décidé d'aller faire ça, puis à quoi ressemble ta vie présentement? À quoi ressemble ma vie présentement? Oui, ben c'est un peu une vie un peu atypique, hein. Fait que c'est certain que ça rend ça curieux un peu. J'ai un de mes collègues avec qui je travaille, il m'a sorti une phrase à un moment donné, puis j'ai vraiment cliqué. Je trouve que ça l'explique bien. Le métier de guide ou guider, c'est pas une vie à la mode, mais c'est un mode de vie, hein. Fait qu'on est vraiment là-dedans. En fait, moi, j'ai grandi dans des milieux naturels, dans les milieux forestiers. Là, j'ai grandi à Val-des-Monts, dans le fond des bois, autour d'un lac. J'étais plus une fille de chalet, fait que j'avais du ski nautique, 4 roues, motoneige. J'étais vraiment plus dans l'esprit de chalet. Puis à 16 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une option plein air au secondaire. Puis là, j'ai vraiment découvert, dans le fond, autre chose que du chalet, plus du camping, vraiment de l'aventure. Et puis, j'étais vraiment une grande fan de ski à cette époque-là. Donc, j'étais une skieuse qui était quand même assez forte. J'étais monitrice de ski. Et dans ces années-là, il y avait une seule façon de s'inspirer du ski de grosse montagne, c'était par les festivals de films, parce que on n'avait pas accès là à toutes les vidéos qu'on a aujourd'hui au bout de nos doigts. Donc c'était comme des événements. Mm-hmm. Et puis je suis allée assister là à l'âge de 15-16 ans à un événement de film de ski à Ottawa au centre civique. Je me suis installée dans mon siège et puis j'ai regardé des images de ski juste complètement folle à l'époque là, tu sais, des skis de la ski de grosse montagne, etc. Puis dans un des films, on a parlé du métier de guide de ski, le ski guide, heli ski guide. Puis là, j'étais là, aïe, il y a du monde qui sont payés pour, tu sais, amener des gens à skier. Puis j'étais déjà une petite bébite sociale, j'aimais déjà beaucoup les gens, fait qu'un peu de jumeler mon amour de la nature, du plein air, aux gens, avec la passion que j'avais pour le ski de l'époque, ça me paraissait vraiment quelque chose d'intéressant. Dans ces années-là, c'était pas facile, tu sais, on parle de 2001, 2002, il y avait pas, c'était le début un peu, si tu veux, de l'effervescence là, de tout ce qui était une vocation académique au métier.
mais il y avait quand même pas un chemin très clair. Tu parlais aux gens autour, moi je veux faire ces guides d'aventure, quelle direction est-ce qu'on prend pour se lancer là-dedans. Donc je m'étais informée, puis bon, par la bande un petit peu là, j'avais fait des études donc en loisirs, hein, j'ai un DEC en intervention en loisirs, puis ensuite de ça, ben mon plan c'était d'aller dans l'Ouest canadien pour aller faire une formation, puis de fil en aiguille en parlant aux gens qui m'entouraient. J'avais une enseignante en plein air au cégep, qu'elle était en train de faire une maîtrise. Donc, son nom, c'est Lucie Lantaigne. Puis elle faisait une maîtrise pour créer, dans le fond, un programme pour des guides en tourisme d'aventure pour venir offrir une formation terrain pour les besoins de guides au Québec. Puis, puisqu'elle m'enseignait déjà, elle me disait, mais je suis en train de travailler sur ça, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Puis, en effet, à cette époque-là, ça m'a intéressé beaucoup. Donc, en 2002-2003, j'ai fait ma formation de guide. Puis, suite à ça, l'été d'après, la formation se terminant mi-juin. L'été d'après, je suis partie dans l'Ouest canadien travailler. J'ai commencé ma carrière comme guide de canot dans l'Ouest canadien. Puis, ça fait depuis cette année-là, ce moment-là, que le plein air occupe ma vie professionnelle à temps plein. Donc, c'est vraiment, je suis dédiée à 100% à soit guider, former, ou former mon métier, donc former à la relève. Fait que, ouais, un beau 20 ans de plein air, si on veut. Wow! Wow! Ouais. Ça fait depuis ce temps-là que la formation en tourisme d'aventure existe aussi? Ouais, c'est ça. Donc, le programme du Cégep de Saint-Laurent, ça fait depuis l'année 2000. Donc, moi, j'ai attendu quelques cohortes là avant de m'inscrire. Donc, en fait, moi, je suis à la partie de la 3e cohorte. Donc, depuis l'année 2000 que ça existe. C'est la formation, si on veut, qui est la plus rapide. Hein. C'est la voie rapide pour l'obtention des brevets, des certifications, des attestations, mais aussi des connaissances, des compétences puis des savoir-être professionnels. C'est vraiment la voie rapide pour le métier au Québec. C'est 9 mois de formation. Donc, c'est vraiment la version la plus condensée, si on veut, d'un programme académique pour atteindre le métier. Fait que c'est une formation qui se donne de mi-septembre à mi-juin, où est-ce qu'on est plus de 100 jours terrain, plus de 95 jours, plus de 95 nuitées sous tente. Puis on passe à travers les différentes formations, les différentes disciplines, dans le fond, à guider là, sur le territoire québécois, mais qui sont ensuite évidemment exportables là, à l'international, si c'est l'ambition de nos étudiants, bien sûr. Fait que ça fait dans le fond 20 ans que t'es in and out entre la maison et le voyage d'aventure. C'est quelque chose que je comprends qui peut faire rêver beaucoup de monde. En fait, je dis, ça fait 20 ans, mais t'as eu une année de break pendant la pandémie, mais... Ouais, mais même pas. Je t'avoue, nous autres, on a eu l'occasion, dans le fond, le programme de guide en tourisme d'aventure, on a réussi à convaincre le Cégep qu'on était une unité familiale. Fait qu'on était un des seuls programmes à rouler. Fait que malgré qu'on était en pandémie, puisque nous autres, dans le fond, on était que en expédition, suivant une expédition, je ne peux pas me plaindre de ma pandémie, de ma période COVID, contrairement à des collègues. Je sais, ça a été très difficile parce que l'industrie du tourisme a vraiment pris un pas de recul pendant une année. Moi, au niveau de la formation, je t'avouerais que ça a été quand même correct là pendant cette période-là. Mais oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais oui, donc ça fait 20 ans. Ça fait quand même 20 ans que je suis là-dedans, là, ouais. Ben non, mais c'est correct, on est là pour échanger. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça fait rêver des gens. Il y a beaucoup de gens qui trippent sur l'aventure puis tout ça, puis qui aimeraient vivre de ça, en fait, puis tu sais, de se permettre d'être sur le terrain tout le temps. Mais tu sais, c'est quand même pas donné à tout le monde d'être guide, d'être leader d'expédition. C'est quoi que ça prend, dans le fond, en quelqu'un pour être un bon leader? Ben, je pense ta question a peut-être 2 angles. Là. Okay. Si on parle, mettons, du métier, c'est vrai que ça peut sembler intéressant, tu sais, quand on regarde ça, puis on regarde mon année, tu sais, l'année passée, je pense que j'ai passé au-dessus de 260 jours terrain, là, tu sais, à pas être chez nous. Fait que pour certains, ça fait beaucoup, pour d'autres, ça fait juste rêver. Puis c'est vrai que c'est pas un métier qui est donné à tout le monde. Je pense qu'il y a une distinction. On n'a pas une grande culture du métier de guide, hein, c'est pas comme chez nous au Québec, c'est pas comme dans les Alpes où est-ce que tu dis que t'es guide puis que il y a comme une évidence claire de c'est quoi le métier. Tu vas dans l'Ouest canadien, tu dis je suis guide, il y a une évidence claire là, du professionnalisme qui détonne avec ce métier-là. Ici au Québec, on associe beaucoup le guide de plein air peut-être à
quelque chose de temporaire, quelque chose d'à côté, quelque chose un peu de travail étudiant, en oubliant que malgré le fait que oui, ça peut venir combler des périodes estivales pour des étudiants, que d'accompagner, d'encadrer des gens sur des journées d'activités extérieures, le vrai métier profil guide, c'est quelque chose dans lequel on peut s'investir puis décider d'en vivre. Je compare beaucoup ça au métier d'acteur. J'y reviendrai, mais dans la nuance que je voulais faire, c'est que les gens ont pas, par rapport au métier de guide, les gens ont des fois de la difficulté à distinguer un tripeux de plein air ou quelqu'un qui aime faire du plein air et quelqu'un qui décide d'en faire un métier. Puis si je reviens à ce que je disais par rapport au métier d'acteur, tout le monde, quand il se dit « OK, ben je rentre dans un conservatoire de théâtre pour devenir acteur », beaucoup rêvent d'en faire un métier. Beaucoup rêvent de se dire, OK, ben je vais travailler sur une grosse production de télé, éventuellement, je vais travailler sur des productions de films, je vais travailler dans des grandes troupes de théâtre, éventuellement, peut-être faire mon chemin jusqu'à New York ou Los Angeles. C'est la vision de quelqu'un qui rentre dans un conservatoire de théâtre, c'est probablement cette grandeur-là, cette ambition-là. Mais au final, quand on regarde le nombre de personnes qui désirent ça et le nombre de personnes qui atteignent ça, il y a peut-être une marche là-dedans. Donc, c'est un métier qui est pas non plus facile parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement personnel, beaucoup de détermination, beaucoup de formation continue. Puis un peu comme le métier d'acteur, au début, le chemin, c'est pas clair. Hein? Tu finis tes écoles, tu commences à te prendre des petits contrats pour faire de la publicité, tu deviens figurant quelque part, puis à un moment donné, oups, t'as comme un contact qui se crée, là, oups, t'embarques sur une petite série, là, oups, ton nom, il ressort en quelque part, là, oups, tu te fais approcher pour un autre truc télé, puis là, oups, c'est un petit creux, tu retournes à faire de la figuration, puis à un moment donné, les choses se placent, puis quand t'es dédié, puis tu travailles, ben tu te retrouves dans la grande ligue, fait que c'est un petit peu ça aussi au niveau du métier de guide, au sens que au départ, puisque c'est un métier qui travaille beaucoup avec l'humain, où est-ce que il y a des prises de décision qui sont importantes, on a besoin de beaucoup de jugement, il y a des compétences qui se développent avec une expérience bâtie qu'il faut vraiment venir qu'à persévérer dans ce métier-là. Au départ, tous les gens qui se lancent dans des programmes en tourisme d'aventure, dans des programmes de guide, se disent OK, ben moi je rêve de guider des grosses expéditions, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'arriver à ça. Fait que plus que on avance dans ce métier-là, plus que comme de l'épuration qui se fait là par rapport à qui est vraiment dédié au métier. Puis quand on continue, on persévère, ben à ce moment-là, on se retrouve un bassin d'individus qui sont peut-être au sommet là de nos compétences pour pouvoir prétendre l'idée des grosses expéditions, l'idée des gens vers des objectifs qui sont peut-être plus difficiles à atteindre, puis certainement moins atteignable seul, ou en tout cas bref, où est-ce qu'il y a une confiance qui se bâtit pour que on puisse justement là faire confiance, engager un guide professionnel pour nous amener là où on veut aller. Par rapport à la question que tu demandais, tu sais, qu'est-ce que ça prend peut-être pour être un bon leader, si je ramène ça pour un bon guide, une des choses dans la distinction entre un métier de guide et un cours ou un intérêt pour le plein air, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à la base du métier, c'est vraiment le contact qu'on a avec l'autre. Fait que c'est un métier qui est 100% humain. Le plein air, l'activité de plein air, c'est vraiment c'est la raison de, mais autour de ça, c'est l'humain là sur lequel il faut se concentrer. Puis le rôle du guide à ce moment-là, c'est d'être capable de bâtir des ponts. Fait que moi, mon travail, c'est de bâtir des ponts entre l'humain que j'ai devant moi, le milieu naturel et l'activité. Fait que c'est l'humain, le milieu naturel, l'activité, l'humain, le milieu naturel, l'activité. Fait que mon travail, c'est toujours de bâtir des ponts entre ça, en ayant au centre de tout ça l'intérêt pour l'être humain qui est au centre de mes préoccupations. Fait que ça m'apporte plein de questions, mais il y a quelque chose que ça me fait penser, puis il y a des choses que je vais skipper parce que je sais qu'on va pouvoir rentrer dans les détails un peu plus tard, là, mais tu parles du côté humain, fait qu'il faut quasiment que tu sois psychologue d'un bord, mais que t'aimes le plein air pis tout ça. Puis si je le replace avec moi, des fois il y a du monde qui me demande comme Alex, ça te tenterait pas de partir avec un groupe puis de comme guider un XP, puis je suis comme oui, j'ai des compétences, oui, je suis capable de me guider moi-même sur le terrain, mais j'ai pas les cours nécessaires. Il y a une distinction à faire, puis après ça, malgré que j'ai les compétences pour moi, mais j'ai pas ce côté-là de comme
je pense que j'ai un certain leadership, mais de là à être le psychologue, d'être de soutenir tout le monde, je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour le faire, puis c'est vraiment la grosse distinction à faire avec ça. Puis tu me fais penser aussi, tu dis que qu'il faut, les guides, il faut que ça soit vraiment des personnes travaillant, puis on dirait que ça me rappelle mon parcours de quand je faisais de la musique, ou même là, en tant que cinéaste, c'est qu'il faut que tu continues sans arrêt pour faire ta place. Puis c'était le même parallèle que tu disais avec les acteurs, que faut pas que tu lâches. Puis je pense que c'est là que tu vois un bon guide, ça va être quelqu'un de travaillant, parce que quand tu es sur le terrain, tu peux pas te permettre de prendre une journée off. Le groupe le groupe se fie à toi, en fait, là, donc Ouais, ben bravo pour je trouve un peu l'humilité là-dedans que tu démontres là, en disant attends un peu là, je fais du plein air pour moi, faire du plein air pour d'autres, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que dans le fond, quand on guide, on est complètement dédié à l'autre, fait qu'on doit absolument se mettre de côté. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Non, fait que t'as raison. Puis tu sais, dans le fond, quand on parle d'un guide, tu sais, c'est pas juste une action. Hein. Tu sais, on dit souvent, tu sais, je guide, c'est amener quelqu'un vers un chemin. Fait que ça, c'est du point A au point B. Mais quand tu dis je suis guide, ben ça démontre tout. Tu sais, la compétence et le savoir-être professionnel qui mène à bien une expédition, en considérant que, il faut se rappeler, il y a un échange monétaire en quelque part là-dedans, fait que c'est un service aussi qui est attendu. Les gens, ils vont payer un certain montant, pas juste pour qu'on les amène du point A au point B, mais que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles, en donnant une partie de ce qu'on a le plus précieux, dans le fond, ces temps-ci, c'est certainement notre temps. Hein, les gens, ils ont dans leur vie, dans le fond, on monnaie tout pour notre temps. Hein? On va à l'épicerie, on achète de la nourriture avec un échange d'argent. Ben, on pourrait s'en faire pousser des tomates à natte chez nous, mais ça prendrait du temps. Donc, au lieu d'investir du temps dans pousser nos tomates, on échange de l'argent pour aller l'acheter à l'épicerie. Tu sais. Toute notre vie, elle est monnayable en temps, et les vacances, ça fait partie de ça, puis c'est ce qu'on se rend compte, c'est quelque chose qui a le plus, tu sais, c'est très précieux du temps. Fait quand on vient qu'à donner de l'argent pour un service guidé, ben si on est prêt à payer, tu sais, plusieurs milliers de dollars, ou même ne serait-ce que des centaines de dollars pour, par exemple, une fin de semaine, ben on a des attentes par rapport à ça, et c'est normal, puis le guide a à venir combler ces attentes-là, puis tu as raison de dire que il y a une partie psychologie, une partie encouragement. C'est guider, c'est beaucoup des prises de décision, puis les prises de décision, c'est pas seulement sur tout ce qui pourrait paraître plus technique de logistique de passage, mais c'est aussi de s'assurer de le faire dans un rythme, hein, dans un flow, un peu comme justement, tu sais, tu parlais que toi, t'étais évidemment là en cinéma, t'es cinéaste. Tu sais, quand on raconte une histoire, on a toujours une ligne directrice de cette histoire-là avec un début et une fin, puis à travers le début et la fin, ben il y a un paquet de moments qui créent des effets wow, qui amènent la personne qui visionne le film à vivre des émotions. Le rôle du guide, c'est ça aussi. Fait que tu sais, de prendre quelqu'un puis dire ben je vais t'amener du point A au point B, c'est une chose, mais comment je vais t'y amener, comment je vais être capable de bâtir un film pour ton aventure, pour ton temps, pour réussir à créer un souvenir qui va être important pour toi. C'est là où est-ce qu'on se rend compte que guider, c'est vraiment un métier, puis c'est pas juste quelque chose qu'on vient qu'à improviser, de dire ben hey, moi je connais ça, viens-t'en, suis-moi, je vais t'amener de l'autre côté. Parfait, ça peut se faire, mais le comment, ça va être autre chose. Un peu comme, mettons, tu sais, des fois on se permet d'aller au restaurant. Tu sais, tu décides de... Tu sais, moi, je suis capable de cuisiner à la maison, là. Mais tu sais, une fois de temps en temps, j'aime ça, là. Je vais aller m'installer au restaurant, je vais me prendre un verre de vin, puis je vais avoir quelqu'un qui vient me servir la nourriture. Ben, c'est un petit peu la même idée quand on va se payer un guide. C'est comme se payer un très bon restaurant. On va avoir tout le service qui vient autour de ça. Puis ça, c'est important de s'en rappeler, là. Tu y vas parce que t'es à la recherche d'une expérience. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait partie de ça. Puis tu sais, là, on parle beaucoup d'apprendre le savoir-être et tout. Tu
dans ce monde-là, tu sais, dans le temps que tu l'as étudié, puis dans les années, est-ce que tu dirais que c'est majoritairement un monde d'hommes ou de femmes? J'ai ma petite idée là-dessus, là. Mais c'est sûr que c'est un métier qui est majoritairement à connotation masculine. Il y a plus d'hommes là qui pratiquent le métier. Mais ce que je trouve beau en plein air, je pense que parce que le plein air amène une forme de vision un peu de communauté de plein air. Là. Je peux pas dire que moi, dans les 20 dernières années, tu sais, je me suis sentie pas à ma place parce que j'étais une femme à faire ce métier-là. Okay. J'ai eu des fois où je me suis fait tester, c'est certain. Tu sais, j'ai commencé à guider, j'avais 21 ans. Et tu sais, quand t'as 21, 22 ans, t'es une jeune femme, puis que t'as devant toi un groupe d'hommes français, tu sais, d'une cinquantaine d'années, avec leur particularité de personnalité, c'est certain qu'il faut que t'ailles la colonne puis la couenne un peu dure, parce qu'il peut y avoir moi, j'ai eu des commentaires un peu misogynes, on va se dire, à une certaine époque, ouais. Mais moi, je suis quelqu'un qui déborde un peu de confiance, là, fait que moi, ça me dérange pas, là, tu sais. Je vais te mener pareil, puis tu vas voir que, tu sais, je suis capable de replacer le monde. C'est sûr qu'au début, peut-être maladroitement, ça sort des fois un peu moins service à la clientèle, mais mettons que le message y passe pareil. Mais je te dirais que c'est sûr que le métier, il y a des freins, je te dirais, veux pas à la féminité dans ça. Tu sais, c'est un métier qu'on est tellement, comme vous le voyez, là, tu sais, tellement sur le terrain que dès qu'on commence à penser à parler de famille, c'est certain que pour la femme guide qui veut des enfants, c'est de mettre une pause à sa carrière. Puis ensuite de ça, c'est peut-être de la transformer également. Tu sais, jusqu'à ce que les enfants ils soient d'âge là à vraiment s'occuper d'eux-mêmes, de penser les laisser, tu sais, continuellement dans une année là où est-ce qu'on est parti sur le terrain, tu sais. C'est sûr que c'est des sacrifices, des choix qu'on vient faire en tant que femme si on décide de s'investir dans une autre aventure qui est l'aventure familiale. Fait que c'est sûr que ça vient qu'à jouer, mais sinon j'ai rencontré, tu sais, dans mon parcours d'autres femmes guides puis comme moi là qui ont pas nécessairement de famille là, qui ont décidé de pas avoir d'enfants, puis qui sont dans le métier qu'elles font, puis tu sais, je vois la collaboration qu'elles ont avec leurs collègues hommes, puis à mon sens c'est juste du positif. Puis je te dirais de mon côté, j'apprécie toujours quand j'ai des groupes mixtes de travailler avec un collègue guide homme, puis les guides hommes ils apprécient énormément travailler avec une collègue guide femme quand ils ont l'occasion de travailler avec des groupes mixtes. Ouais, parce que la clientèle, tu sais, il y a des réalités différentes là, tu sais. Les hommes vont se sentir plus confortables à parler des hommes, des problèmes d'hommes sur une expédition. Puis les femmes, c'est sûr qu'ils vont faire, ça va être plus facile de discuter entre femmes de certains problèmes féminins. Fait que, à mon sens, dans des groupes mixtes, d'avoir une équipe homme-femme, c'est l'idéal. Puis à notre avantage, nous les femmes guides, puisqu'on n'est pas nombreuses, on se fait peut-être un peu solliciter pour ça. Puis bon, tant mieux, au sens que ça me donne des opportunités que j'aurais peut-être pas eu non plus là. Puis on avait parlé avec un autre guide qui nous disait qu'il aimait ça les groupes mixtes parce que souvent les femmes vous avez plus d'écoute que nous les hommes, vous êtes des fois un peu moins dans l'ego aussi, donc c'était un mix qui aimait avoir au travers les aventures. Tu parles de guide puis de justement groupe mix, mais je sais que beaucoup de femmes, ça leur fait peur de partir, puis souvent de partir avec un groupe mix avec des hommes au travers. Donc, tu travailles pour une certaine compagnie qui est, en fait, qui n'est pas une compagnie. Mais je vais te laisser continuer, tu vas mieux le présenter que moi. Ouais, en fait, c'est ça, je suis guide d'aventure, chef d'expédition, puis je travaille aussi, là, beaucoup d'heures bénévolement pour un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Chefs de montagne. C'est une communauté de femmes en plein air. En fait, c'est la plus grosse communauté de femmes en plein air au Canada. Donc, on a notre chapitre là qui est bien implanté ici au Québec, mais on a un satellite également qui est à Colombie-Britannique. Et puis d'autres petits satellites là qui vont prendre naissance. Mais oui, donc c'est un organisme à but non lucratif qui vise à démocratiser le plein air dans des groupes féminins pour les femmes, dans un objectif d'inclusion, de non-performance, de solidarité, sororité.
On veut faire bouger les femmes, on veut leur redonner confiance aux activités, on veut leur donner aussi un cadre dans lequel ils vont justement se sentir confortables. En effet, les études le démontrent, là, les études qui sont faites au niveau des groupes mixtes secondaires, on le voit beaucoup maintenant ressortir comme quoi c'est sûr que les jeunes filles du secondaire, quand il y a des garçons qui les observent, des fois se sentent intimidées, se sentent pas confortables là, face même à leur corps que de se mettre en mouvement. Donc avec les femmes, on offre donc c'est ça, avec les chefs de montagne des activités dédiées 100% féminin qui permettent aux femmes de vraiment se développer dans le plein air, entourées donc de femmes compétentes, puis de collègues, puis c'est ça, d'autres femmes là, qui vivent un peu les choses comme elles. Donc ça fait depuis 2018 que je suis impliquée avec l'organisme, puis on a des activités communautaires, on a des clubs également, que ça soit de vélo de montagne, de course en sentier, de ski de fond. On a des micro-aventures, donc on parle de 3, 4, 5 jours. On a des formations, puis là, ça va être la 3e année. On offre également des formules de voyage, 100% aventure, exclusivement féminine. Et puis 3 niveaux là-dedans, donc des voyages de plus de découverte. Donc là, on vient de revenir du Maroc là, au mois de novembre, où est-ce qu'on était vraiment ensemble. C'était de la marche là à travers les dunes du désert du Dra là, qui est à la frontière de l'Algérie. Wow. Donc on a fait une dizaine de jours, donc vraiment une formule découverte. On a des formules plus aventure, où est-ce que là on se dépasse davantage. Par exemple, je pense au Pérou, en juin, on était au Pérou là avec un groupe de femmes. On va dans l'Ouest canadien. On s'en va dans le sud-ouest des États-Unis là bientôt là au mois d'avril, puis on a de la formule aussi qui est plus expédition, qui est plus engageante, qui demande plus d'efforts, où est-ce que là on est vraiment dans du dépassement de soi, des conditions météo peut-être un peu plus hostiles avec des plus grosses journées, fait que vraiment dans l'optique de dire OK, je veux me dépasser, me surpasser. Fait que là on s'en va au Népal, c'est ça, au mois de novembre. On a un projet pour l'Aconcagua probablement en 2025. Donc on est en train tranquillement de varier notre offre pour prendre les filles, de partir des filles, tu sais, qui ont pas d'expérience nécessairement en camping, à les amener à faire des initiations de longue rando, des initiations de camping d'hiver, des micro-aventures. Oups, on s'en va dans les Grous. Oups, on s'en va sur la East Coast Trail. Oups, on s'en va au Pérou. On finit au Népal. Puis là, oups, on se retrouve sur le plus haut sommet des Amériques qui va être la Concagua. Fait que, tu sais, on a cette idée-là de progression aussi avec nos filles. Fait que, ouais, une belle organisme pour qui je travaille. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. Fait que quand tu parles de vos filles, est-ce que c'est généralement une clientèle qui vous suit ou quelqu'un qui est déjà expérimenté pourrait embarquer ou c'est on commence par la base puis on se suit à travers les chefs de montagne? Ouais, c'est une super bonne question. Fait que les femmes, dans le fond, je dis les filles depuis tantôt, mais c'est vraiment les femmes, hein, parce que notre clientèle, c'est majoritairement, évidemment, des femmes adultes. Puis parce que notre offre, elle est variée, en fait, on peut rentrer à n'importe quel niveau. Tu sais, puis c'est ça qu'on est en train de développer. On a autant qu'on a des formules d'initiation, qu'on a vraiment des formules plus de progression ou plus avancées. Comme tu sais, on vient de tenir un camp de formation avancée de ski puis de planche à neige, où est-ce qu'on avait des coachs de niveau coach national. Là. Fait qu'il y a eu un événement qui s'est tenu à Tremblant pour des femmes qui étaient déjà, tu sais, bien enclins avec leur niveau de ski ou de planche, tu sais, à des niveaux quand même intermédiaires avancés, voire experts. Puis là, on les amène encore plus poussés parce qu'on se réussit à trouver des coachs pour nous aider dans les différentes activités. Fait que vraiment, les chefs, c'est la programmation, elle est hyper variée. On a un calendrier là vraiment annuel, donc c'est simplement d'aller voir sur le site Internet par région, par activité, par degré, si on veut, de difficulté ou d'engagement. Tout s'y trouve, ouais. Fait que j'imagine, pour appliquer, il faut se connaître d'abord, mais est-ce que vous faites une certaine sélection? Oui, ben ça dépend. Ben en fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est vu que c'est un organisme à but non lucratif, c'est un regroupement, donc il y a des adhésions. Fait que il faut être membre. Pour être membre, le premier niveau de membership, je pense que c'est 25 $ là, pour l'année. Fait que c'est vraiment comme pour avoir la carte de membre. Après ça, il y a des memberships là, des adhésions avec des prix variés, puis ça vient avec différents cadeaux aussi là. Tu sais, donc il y a des memberships plus importants. On a des partenaires, par exemple North Face là, qui va donner des codes de promo à nos membres là, qui sont des membres qui sont dans un niveau d'adhésion peut-être un petit peu plus élevé. Mais bref, donc première étape, on devient membre, puis ensuite de ça, on regarde
les activités qui nous intéressent. Et dans le descriptif des activités, ça donne une bonne idée à savoir, si tu es capable de faire ça, tu es à la bonne place. Dans tout ce qui est les voyages puis les expéditions, tu sais, t'as parlé de est-ce que c'est les mêmes filles qu'on revoit, on a beaucoup de récurrence, fait que ça c'est positif pour nous, on se dit les filles ils aiment la formule parce qu'ils reviennent avec nous. Fait qu'à un moment donné, tu sais, dans les dernières années, comme je dis, ça fait trois ans là qu'on offre des voyages, c'est moi qui guide les voyages, fait que toutes les filles qui font les voyages, j'apprends vraiment évidemment à les connaître, donc je suis capable de leur dire aussi là quand je les vois, je dis ça on a un prochain voyage, tu serais bonne pour ce voyage là. Si on a des filles qui veulent s'inscrire au voyage qu'on ne connaît pas, ben à ce moment-là, on demande en effet là par questionnaire là les expériences pertinentes, significatives. Puis souvent, avant d'inscrire quelqu'un dans une formule expédition, on va même avoir un téléphone. Fait que carrément, moi je les appelle, on a une discussion pour voir là un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme expérience, puis qu'est-ce que ça prend comme expérience pour atteindre leur objectif. Puis s'ils sont pas tout à fait là cette année, ben on leur permet, tu sais, on se permet de leur recommander, ben regarde, avant d'aller à cette étape-là, moi je te recommande, viens donc faire telle formation, puis si t'aimes ça, après ça, tu vas être prête pour la prochaine étape. Ouais. OK, fait que ça facilite la formation des groupes là pour avoir des groupes un peu plus uniformes en termes de niveau là. Oui, puis je te dirais c'est ça, quand en fait, tu sais, on revient un petit peu au métier de guide, mais c'est très difficile pour un guide. Pour une journée, ça dérange plus ou moins, mais quand on parle de quelque chose multijour, quand on a des groupes qui sont trop hétérogènes, c'est pas bon pour personne. Tu sais, la personne qui se retrouve à être inscrite dans un voyage, une aventure qui ne lui convient pas, elle n'est pas bien. Puis ensuite de ça, le groupe qui est au prix, si on veut, au prix avec quelqu'un qui ne cadre pas à l'intérieur du groupe parce que n'a pas les compétences pour mener à bien l'objectif fixé de cette aventure-là, ben elle se retrouve pas bien. Puis le guide, après ça, ben lui est pris un petit peu à jongler avec tout ça. Fait que de faire un tri au départ, de s'assurer d'avoir une conversation. Puis je te dirais, toutes les bonnes entreprises en tourisme d'aventure qui vendent de l'expédition vont faire cet effort de jumelage pour avoir les bonnes personnes dans le bon voyage, parce que ça dessert à tout le monde que d'avoir des gens qui sont pas à la bonne place dans des expéditions comme ça. Non, mais on l'a tous déjà vécu de partir avec des amis, puis c'est peut-être la première fois qu'on va tous randonner ensemble, puis là, il y en a un qui est à un niveau vraiment plus élevé, qu'il est toujours en avant, puis il a toujours à attendre tout le monde, puis de l'autre bord, il y a la personne qui a vraiment moins d'expérience, puis est vraiment en arrière, puis ça rend la chose, des fois, un peu moins grave. Donc, de faire un tri puis de matcher les groupes ensemble, je pense que c'est ce qui rend le voyage plus fun pour tout le monde, là. Puis en fait, de choisir le bon projet au groupe. Ouais, puis tu le dis bien, tu sais, même dans une formule, même si c'est pas guidé, tu pars avec des amis. Ah, ben j'ai tel ami qui voudrait joindre au projet. Tu sais, tout ça, c'est vraiment important. Vous l'avez probablement vécu, comme tu le mentionnes aussi, Alex, là, mais tu sais, d'avoir un moment où est-ce qu'on est assis, tu sais, autour d'un repas, on se prend une bière, on sort les cartes, on dit, OK, c'est quoi chacun, là? C'est quoi nos objectifs personnels là-dedans? Puis tu sais, t'en as un qui c'est, OK, moi, je veux atteindre le sommet à tout prix. Puis t'en as un autre, ben moi, je veux prendre des photos en chemin de toutes les fleurs sauvages que je vais rencontrer. Ben là, clairement, c'est correct que c'est noble chacun de leur part comme objectif, mais c'est juste pas compatible dans un objectif commun de réussite pour un groupe. Fait que tu le dis bien, même dans un cadre pas guidé, au niveau d'un leadership de groupe, que de prendre ce moment-là pour valider que les objectifs sont communs et compatibles, c'est sûr qu'on s'organise pour avoir davantage de réussite de projet, là, bien sûr. Oui, exact. Okay. C'est une des raisons, moi, que je pars la plupart du temps seul, c'est que j'ai pas... ça m'enlève un peu cette gestion-là, puis en fait, c'est l'autre raison de pourquoi je pars avec peu de gens, c'est que il faut trouver les bonnes personnes compatibles, puis de choisir le bon genre de voyage avec ces gens-là. Tu sais, quand je pars avec ma blonde, ben, je sais que je vais faire quelque chose de plus relax. Quand je pars avec mon meilleur ami, ben là, je sais que je peux y aller un peu plus dans l'intensité. Puis quand je pars tout seul, ben là, je sais que j'ai pas à me soucier de personne d'autre. J'ai juste moi à m'écouter, puis ça, pour moi, ça rend la chose un peu plus facile. Puis ce qui m'apporte à l'autre question, c'est quoi les principaux défis dans un groupe qu'on a à affronter?
Mais tu sais, quand t'es dans un groupe, surtout comme un groupe qui se connaît pas, à la base, quand tu guides, tu reçois du monde, tu vas les chercher à l'aéroport, puis souvent, tu sais, c'est du monde qui ne se côtoie pas, qui se connaît pas. Tu sais, avec les chefs, quand on part en longue expédition, on a des journées brise-glace où est-ce qu'on invite les filles à venir faire une activité, puis comme ça, les filles arrivent sur le voyage, puis ils se connaissent déjà un petit peu. Mais avant que je travaille pour les chefs de montagne, tu sais, je travaillais pour des agences de voyage plus classiques, puis à ce moment-là, moi, je me pointe à l'aéroport, j'ai mon affiche, je ramasse mon monde, puis tous ces gens-là ne se connaissent pas. Fait qu'un des grands défis, je te dirais, comme guide, c'est vraiment de rapidement réussir à créer une chimie de groupe, une ambiance de groupe, rapidement réussir à créer une équipe. En fait, c'est vraiment ça, parce que quand on dit qu'on va partir 12, 14, 18, 21, 26 jours ensemble, ça devient une micro-famille, ça devient une micro-équipe. Et puis, rapidement, on peut, dans une équipe, rapidement, si les attentes sont pas claires, l'organisation du fonctionnement du groupe n'est pas claire, il va y avoir des frustrations, il va y avoir des irritations, il va y avoir de la confusion. Puis là, ça peut mener à des problématiques personnelles, interpersonnelles. Fait que le défi du guide, parce que je redis ce que je disais, mais c'est vraiment un métier humain. Le défi du guide, c'est vraiment de réussir à rapidement créer cette chimie-là à l'intérieur du groupe, en se rappelant que les gens sont là en vacances, ils veulent avoir du bon temps, ils veulent se faire organiser, ils veulent que ça soit clair, facile, ils veulent savoir où aller, comment ça va fonctionner. Fait que c'est au guide un petit peu la main de fer dans un gant de velours, là. C'est un petit peu cette idée-là pour prendre les rênes, prendre contrôle du groupe, mais en s'assurant, c'est ça, que l'organisation du groupe, la chimie du groupe, soit créée. C'est un des bons défis. On travaille avec de l'humain, puis l'humain, à la base, c'est tout qu'un défi, là. Fait que quand t'as 12 personnes devant toi qui se connaissent pas, ça peut être quelque chose. C'est d'apprendre à savoir lire les gens aussi, là, savoir... Toi, tu dois prendre le pouls, tu dois avoir une aptitude particulière à lire les gens rapidement, j'imagine. Ouais, ben ça se développe, hein, tu comprendras que, tu sais, moi j'ai travaillé, tu sais, depuis l'âge de 14-15 ans, là, tu sais, je travaillais dans les camps de jour, j'ai commencé dans les camps de jour, fait que j'ai commencé déjà à juste me faire à l'autre avec des groupes d'enfants, comprendre les dynamiques de groupe avec les enfants, puis ensuite de ça, comme je disais, mon DEC en loisir m'a vraiment bien servi parce que c'est un diplôme dans lequel on apprend vraiment tout ça, hein, la coordination de l'être humain, là, on est beaucoup là-dedans, fait que ça m'a servi. Puis ensuite de ça, on gagne en expérience. Tu sais, j'ai passé, tu sais, ma vie à côtoyer l'autre dans des situations de leadership. Fait que, tu sais, de savoir comment on dose. T'sais, à quel moment est-ce qu'on est hyper directif? À quel moment est-ce qu'on laisse un peu aller? À quel moment est-ce que on prend cette décision-là dans l'organisation de notre groupe et qu'on sait que ça va pas venir nuire à plus tard? Donc, tout ça, c'est quelque chose qui se développe. Fait que oui, je pense que on peut naître avec certaines habiletés, certaines aptitudes, mais après ça, c'est l'expérience là, qui vient gagner. Mais oui, tu sais, j'ai développé, je pense, une empathie importante par rapport à comment vit l'autre. Puis, dans des moments d'aventure aussi, hein, il faut se rappeler, il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on se met à douter. Hein, dans une expédition où est-ce que là, t'es pas sûr, t'es fatigué, est-ce que je vais réussir? Puis d'être capable de venir, tu sais, la justesse de l'intervention à dire, est-ce que c'est le moment où je les pousse ou c'est le moment pour vrai où j'ai besoin de prendre une pause? C'est-tu le moment où est-ce qu'ils ont juste besoin d'un encouragement avec une tape dans le dos ou c'est-tu un moment où est-ce qu'ils ont besoin d'être encouragés avec un coup de fouette, là, tu sais? Fait que toute cette chimie-là, cette intervention-là, ce côté un peu psychologique-là, c'est quelque chose qui me fascine puis avec lequel, tu sais, je navigue encore. Je pense que c'est jamais acquis parce qu'encore une fois, l'humain, c'est tellement volatile comme idée, là. Mais tu sais, je pense que, c'est ça. Je commence à gagner de l'expérience dans cette ligne-là, fait que... Mais ça change aussi, tu sais, je travaille avec différentes communautés. Un groupe de femmes ensemble, c'est différent. Je travaille avec des communautés inuites. Moi, je guide dans l'Arctique aussi pour un organisme qui s'appelle Nous Ride, Jeunes Caribous, où je travaille avec des guides locaux inuits, avec des enseignants inuits et métis et des blancs et autres. Et je travaille avec des jeunes inuits.
sais, mes interventions au niveau des jeunes Inuits, mes interventions dans mes groupes de femmes, mes interventions avec mes groupes de Français, avec mes groupes de Britanniques, tu sais, c'est flyé, là, c'est vraiment interculturel. Puis tu sais, je guide à l'international, je travaille avec des équipes locales aussi. Fait que tu sais, je travaille avec mes guides Inuits, c'est différent que quand je travaille avec mon équipe de guides locaux péruviens, mon équipe de guides locaux népalais, tu sais, argentins. Fait que tout ça aussi, là, c'est vraiment de l'interaction humaine avec toutes les particularités culturelles que ça a. C'est sportif, là, mais c'est intéressant. Moi, ça me fascine toujours. Tu parles des signaux, puis quand on part en groupe, on le voit souvent, puis ça revient à ce que je disais tantôt, t'es avec des gens, puis t'es capable de lire toi-même ce que tu vis, tes douleurs, tes problèmes, tout ça. Mais comment qu'on fait pour lire les signaux de nos coéquipiers que des fois, ils voudront pas nous le dire à cause de l'ego, à cause de la gêne, peut-être ils nous connaissent pas assez puis ils se sentent pas en confiance. Comment qu'on fait pour lire ces signaux-là quand la personne veut pas nous le dire? Ben, généralement, ça va être vraiment perceptible dans un changement de comportement ou un changement d'attitude de la personne. Fait que, tu sais, quelqu'un qui était vraiment très jovial, très de bonne humeur, tout d'un coup, va être plus reculé, plus tranquille, moins, effervescent. Quelqu'un qui est plus timide va être encore plus reculé, va commencer à vraiment plus s'isoler. Fait que, tu sais, tout changement de comportement, changement d'attitude, ça, c'est tout le temps à surveiller. Puis c'est normal aussi que les gens, sur des longues expéditions, vivent des moments de up and down. Ouais, en lien avec ça, tu sais, je vais remarquer aussi des fois le positionnement dans le groupe, tu sais, je vais avoir, tu sais, les gens, ils se trouvent souvent, tu sais, rapidement, ça va se placer, là, tu sais, je vais avoir un troupeau en avant, un troupeau dans le milieu, un troupeau en arrière. Est-ce que à l'intérieur de cette organisation-là de groupe, est-ce que ça vient qu'à changer pendant la journée? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé au cours des derniers jours? Puis ensuite de ça, ça fait partie du travail, mais je me gêne certainement pas que dès que je vois qu'il y a quelque chose qui semble clocher, je vais voir la personne, puis je l'adresse, puis on regarde ça ensemble. Là. Ouais. C'est surtout, je te dirais, les fois où j'ai eu vraiment des difficultés avec ça, c'est quand il y a un objectif très spécifique à atteindre. Ça fait partie un petit peu des facteurs humains. Hein. Quand on parle des facteurs humains qui peuvent venir qu'à nuire à une prise de décision, il y en a un qui sort qui s'appelle l'obstination. Puis ça, c'est coûte que coûte, peu importe l'entrée de nouvelles informations. Mon objectif, c'était d'atteindre le sommet. Coûte que coûte, je vais y aller. Fait que, tu sais, je parlais tout à l'heure de l'Aconcagua, mais l'Aconcagua, c'est quand même, on appelle ça un trekking peak. C'est un sommet qui est accessible parce que c'est pas technique. Hein, on n'a pas de traverse de glacier, il y a pas de crevasse, mais on frôle les 7000 mètres d'altitude. C'est quand même une expédition où est-ce qu'on passe 18 jours sur la montagne. Il y a de l'acclimatation, des vents violents, des météos qui peuvent être vraiment défavorables. Mais puisque ça fait partie d'un des 7 sommets, puisque c'est le plus haut sommet des Amériques, puisque c'est connu, les gens, ils le mettent sur leur liste de choses à faire. Et là, ils veulent cocher la case. Et c'est très difficile pour quelqu'un, quand tu arrives à la dernière nuit avant le sommet, tu te sens pas bien, tu te lèves le matin, tu te sens pas bien, de te l'avouer, de le dire au guide, de dire « Hey, je me sens pas bien, j'irai pas ». Ils vont se mettre à risque souvent en disant mais c'est pas grave, j'ai un guide pour me sortir du pétrin. Puis des fois on a des décisions difficiles à prendre parce que quand c'est ça, après une certaine expérience, tu viens qu'à le voir, mais d'annoncer à quelqu'un que hey, je suis désolée, je comprends que tu as payé 9 000 $ pour ton voyage. Je comprends que tu as bâti toute ta vie autour de cet objectif-là, que tu t'es entraîné depuis 2 ans pour faire ça. Je suis désolée de t'apprendre que c'est ici maintenant que je suis obligée de te retourner de bord. Puis une décision comme ça, si elle est bien prise, t'es remercié. Si tu prends une décision comme ça qui est au sens de l'autre, peut-être pas la bonne, ben c'est sûr que tu peux te faire il peut y avoir des plaintes, tu peux te faire ramasser, tu peux te faire tout ce que tu veux avec ça, fait que c'est délicat. C'est délicat. Ouais, c'est délicat mais nécessaire. Puis moi j'en ai pris des décisions comme ça, puis je vais toujours finir par me dire que ça a été les bonnes décisions parce qu'au final, surtout quand on travaille avec des situations de prise de décision qui peuvent honnêtement mettre à risque la vie, la sécurité, l'intégrité d'une personne, au final la personne si elle revient à la maison là, moi c'est c'est sûr que c'est mon
mon objectif premier. Bien sûr. Là. Fait que, tu sais, la montagne, elle attendra, là, tu sais. Mais ça, puis c'est touché à prendre cette décision-là, parce que comme tu dis, tu sais, les gens, des fois, c'est leur projet d'une vie. Ils ont... tu sais, on a tous des budgets différents, tout ça. Il y a des gens qui vont avoir économisé des années avant de pouvoir faire ce voyage-là. Donc, des fois, il y a l'ego qui embarque là-dedans de comme non, c'est pas vrai que j'ai payé ce montant-là, puis tu sais, c'est la... Ils ont l'impression que c'est la seule fois qu'ils vont pouvoir le faire, puis ils veulent pas partir. C'est tellement touché. En tout cas, je te lève mon chapeau de dealer avec ça, là. Vraiment, ça prend une force incroyable, je trouve, à être capable de prendre cette décision-là. Puis tu dois avoir beaucoup d'adversité là-dedans. Je sais pas si tu as des exemples de moments qui peut-être qui se sont pas passés comme tu aurais espéré, ou des exemples de pourquoi à un certain moment donné tu as dit à quelqu'un OK, là écoute, je pense que c'est aujourd'hui que ça s'arrête pour toi. Faut virer de bord. Ouais, c'est ça. Tu sais, une grosse partie du travail aussi, tu sais, par rapport à ça, c'est toute la préparation avant. Tu sais, fait que c'est de faire en sorte que les gens aussi te suivent dans un processus qui va mener à ça. Puis à ce moment-là, t'espères que c'est juste un processus. Quand t'arrives à devoir prendre cette décision-là, ben les personnes ont déjà fait un bout de chemin avec toi parce que t'en as parlé avant, que t'as fixé les attentes, les objectifs, que les balises sont claires, que la journée où tu décides de prendre une décision, ça va être basé sur tel facteur. Fait que quand t'arrives à ce moment-là puis que tu prends la décision, c'est pas juste, tu sais, comme si c'était le fruit du hasard, tout d'un coup, de façon improvisée, je dis que ton expédition, elle est terminée, tu sais. Fait qu'il y a de ça aussi dans la préparation. J'ai eu un cas, j'ai eu l'occasion, une des expéditions, puis tu sais, je suis vraiment pas la seule à faire là, ces expéditions-là, mais une des expéditions qui est la plus difficile pour moi, là, mentalement, physiquement, c'est vraiment la Concagua. C'est vraiment un gros jeu parce que, comme je disais, on est on finit tout près de 7000 mètres. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de prise de décision. Il y a des gens qui décèdent là sur cette montagne-là. J'ai des collègues qui ont des clients là qui sont décédés dans leur groupe. Je veux dire, c'est quand même des gros enjeux. On se met à risque, on est vulnérable. Puis c'est également dans ce contexte-là où est-ce qu'il y a des gens qui se fixent des objectifs, ils veulent le sommet. Puis la dernière fois que j'ai guidé, donc je l'ai guidé 3 fois, la dernière année que je l'ai guidé, à 200 mètres du sommet, là, même je te dirais même pas, là, à une centaine de mètres du sommet, j'ai une des filles du groupe que j'apprécie beaucoup. Tu sais, on a passé, tu sais, quand t'arrives au sommet, ça fait déjà quasiment 14 jours que t'es ensemble, tu sais, fait que tu sais, il y a une vraie équipe qui se forme, puis tu veux que tout le monde réussisse. Fait que on était à quasiment à 100 mètres, à me dire René, je suis plus capable. Puis quand les gens disent ça, tu sais, je ne suis plus capable. Tu te poses tout le temps la question à dire, OK, c'est là que je disais tout à l'heure, tu sais, OK, ben, c'est-tu le moment de l'encourager? C'est-tu le moment de dire, non, hey, je le sais que t'es capable, vas-y. Ou c'est-tu le moment de dire, OK, ouais, je te comprends. En effet, t'es rendu là, on arrête. Tu sais, jusqu'à où que je vais. Puis cette fois-là, j'avais juste eu un sentiment, je dis, écoute, pas de problème. On était vraiment dans des conditions idéales. La météo était super clémente, il y avait pas de vent, était vraiment en bonne condition générale. J'ai donné un radio, j'ai continué la route avec les invités qui me restaient, avec mon deuxième guide. J'ai donné une radio, je veux dire, on l'avait à vue, là, tu sais, elle était vraiment tout près, là. Fait que j'ai donné un radio, c'est que sa condition générale était correcte. Le manteau était au chaud, décollation, merci. On est allé faire le sommet, on est revenu, on l'a repogné en redescendant. Elle est redescendue avec nous. On est redescendu, 3 jours plus tard, je pense qu'on était à Mendoza, là. Tu sais, on était revenu à zéro, là. Fait que, tu sais, on a soupé, on était allé manger de la grosse bouffe, on est allé dans un vignoble, tout ce que tu veux. Puis, tout le monde est reparti à la maison, la vie était belle. J'ai reçu un courriel peut-être une semaine après le retour en me disant « Hey René, je te l'avais pas dit, mais quand on est redescendu de la montagne au camp de base, j'ai commencé à avoir un vraiment gros mal de tête. Puis je te l'ai pas dit, quand on était à Mendoza, ça l'a continué. Ça l'a continué à me suivre, ce mal de tête-là, jusqu'à ce que je revienne à la maison. J'ai décidé d'aller voir mon médecin, puis j'ai fait une thrombose cérébrale. Fait qu'elle s'est ramassée avec une thrombose au cerveau qui aurait vraiment ça aurait pu mal virer. Elle aurait pu décéder drette là. Fait que tu sais, puis
je dis ça parce que quand on est revenu en bas, au camp de base, on était vraiment dans la célébration de ceux qui avaient réussi. Puis tu sais, cette fille-là, tu sais, elle m'a pleuré dans les bras parce qu'elle est arrivée tellement proche. Puis c'est facile quand tu reviens au camp de base, tout l'oxygène retombe dans ton sang. Tu te sens tout d'un coup capable de tout. Puis tout d'un coup, tu sais, t'oublies toutes les souffrances auxquelles tu étais confrontée, à dire crime, j'aurais dû pousser plus, tu sais. Fait elle était comme un peu dans cette idée-là de dire crime, j'aurais peut-être pu, tu sais, on était dans les larmes les deux à se serrer, à dire crime. Puis je me suis posé la question, tu sais, tout le long, j'étais là, j'aurais peut-être dû la pousser plus, peut-être qu'elle aurait pu réussir. Puis quand elle m'est revenue avec ce courrier-là en me disant, hey Renée, by the way, une chance j'ai pas continué parce que en effet, ça l'aurait pu empirer. Tu sais, je veux dire, elle a passé très proche. Je me dis, ok, ouais, mon sentiment à ce moment-là, il était juste. Et puis j'ai pris la bonne décision, tu sais, mais tu le sais jamais. Mais ça m'a marqué, puis ça m'a redonné confiance un peu à cette prise de décision-là, puis aux autres prises de décision que j'ai eu à prendre sur d'autres expéditions après, ou ce que j'aurais à prendre sur d'autres expéditions. Ça va vraiment revenir m'ancrer là par rapport à ces genres de décisions-là qui sont pas faciles, mais qui doivent être prises. Puis c'est ça, c'est face au guide qu'on se retourne pour prendre ce genre de décision-là. Fait que à ce moment-là, ça a bien fonctionné. Oui, puis il y a une grosse partie d'instinct là, quasiment là-dedans. Là. Mais en arrière de l'instinct, vous avez, t'en parles un petit peu, vous avez des processus clairs là, dans chaque expédition. Comment vous gérez la gestion du risque en amont? Ouais, je pense que tu sais, il y a peut-être une petite partie d'instinct, c'est sûr. Je pense que c'est beaucoup aussi de l'expérience. Tu sais, je suis vraiment contente que, tu sais, j'ai pas commencé à guider, j'ai pas fait une formation de guide, puis l'année d'après, je me suis ramassée à guider un groupe à la Concagua. Tu sais, il faut vraiment faire ces marches dans ce genre de métier-là où est-ce qu'on avance à petits pas, on gagne notre expérience, on prend des décisions, puis des fois on prend de mauvaises décisions avec peu ou pas de conséquences qui font juste nous faire, dans le fond, réaliser qu'on vient d'apprendre quelque chose. Puis si on solidifie cet apprentissage-là, on met ça dans notre sac à dos d'expérience, de jugement, arrive le temps qu'au bon moment, on va prendre la bonne décision pour la bonne raison. Et là, la conséquence, elle va être réelle. Puis c'est un petit peu ça pourquoi on engage des guides, tu sais, dans le fond. Ouais. Fait que ça répond un peu de travers à ta question, là, mais ça lance peut-être sur un autre chose. Mais je pense que ça l'ouvre la porte, puis surtout ce que tu viens de dire juste avant ça, à l'importance de laisser l'ego de côté sur la montagne, sur l'expédition, d'être transparent avec ton guide, avec la personne avec qui tu pars, pour pas pousser pour rien. Si tu files pas, il y a une raison peut-être pourquoi tu files pas, puis il faut être honnête, puis comme je dis vraiment, laisser l'ego de côté, puis OK, on essaye de régler ce problème-là. Est-ce que j'ai pas assez mangé? Est-ce que c'est parce que je manque d'eau? Ou est-ce que, comme le cas que tu as dit, tu sais, en fin de compte, elle avait un gros mal de tête puis elle n'a pas voulu l'avouer. Mais il faut en parler parce que c'est là qu'à un moment donné, il peut être trop tard. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tu le dis bien par rapport à ça. Tu sais, question d'ego, question d'objectif, c'est juste de revenir à la base puis de se rappeler que, tu sais, la montagne, elle va être encore là. Le champ de glace va être encore là. Tu sais, les destinations de rêve qu'on se fait, ils vont être encore là. Fait que je pense que, tu sais, il y a des situations où est-ce qu'on va aller se mettre à risque. Dans une équipe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes des tolérances aux risques qui sont des fois différentes. Donc, ça donne des bonnes discussions. Ça permet aussi de voir peut-être des angles par rapport au risque, à l'exposition au risque qu'on ne voyait pas, que d'être en groupe et d'être capable d'en parler. Fait que c'est super important. Mais en effet, tu sais, de revenir un petit peu, puis comme je disais tout à l'heure, tu sais, cette obstination-là, ça fait partie d'un facteur humain. Puis ce facteur humain-là, ben, il est du genre à venir vraiment être une mauvaise influence de bonnes décisions. Là. Fait qu'il faut apprendre à jouer avec ça. Mais tu sais, moi, mon rôle comme guide, tu sais, là, on est vraiment dans l'extrême du guidage. Où est-ce que, tu sais, il y a des décisions de vie ou de mort. Mais tu sais, ben honnêtement, plus souvent qu'autrement, je guide des vacances, là, on s'entend. mais tu sais, dans cette idée-là, mon rôle dans toutes les expéditions, c'est de m'assurer que le monde, ils ont eu tellement de plaisir, qu'ils ont tellement aimé leur expérience, que le souvenir qu'on a réussi à créer ensemble
ensemble, il est tellement significatif que ça leur donne juste le goût de soit retourner par eux-mêmes dans les milieux naturels ou de reprendre un service guidé puis de recontinuer à vivre avec moi là des voyages, des aventures, des vacances d'aventure là. Mm-hmm. Oui, ouais, puis... parce qu'en ayant vécu ça de façon accompagnée, ces gens-là viennent apprendre à briser les peurs qu'ils avaient. Probablement, ça vient les sécuriser puis les mettre plus en confiance par rapport à leur capacité la plupart du temps. Ouais, puis il y a plein de choses là-dedans. Hein. On revient aux bases de pourquoi les gens choisissent des services guidés. Tu sais, j'ai des gens qui viennent avec moi parce que ils débutent dans l'activité, donc ils sont pas confiants de leurs compétences dans l'activité, donc ils vont m'engager comme guide. Il y a des gens qui sont bons dans l'activité, mais ils connaissent pas le territoire. Fait qu'ils vont m'engager comme guide pour les guider dans ce territoire-là. J'ai des gens qui vont connaître le territoire, qui vont être super à l'aise en forêt, en milieu, peu importe, en toundra, etc., qui vont connaître leur activité, mais tu sais quoi, ça leur tente pas tout le avant. Organiser la bouffe, organiser l'itinéraire, décider des meilleurs spots. Tu sais, quand tu engages un guide pour un séjour d'aventure, tu t'assures que la nourriture, elle va être de qualité, tu vas en avoir de qualité, de quantité, que tu vas puncher le meilleur de ce qui est à voir. Tu n'auras pas une charge mentale. Ton plaisir, ça va être de te lever le matin, de gérer ton équipement pour la journée, puis de te faire dire quoi faire, puis où aller, sans avoir la charge mentale. Fait que, nous, on vend souvent avec les chefs, on leur dit aux filles, là, les femmes qui viennent avec nous en aventure, on dit c'est un tout inclus d'aventure. Fait que vous avez pas de charge mentale, de préparation, d'organisation. Puis même si c'est pas avant, toute la préparation puis la gestion au quotidien de ce qui va se passer, vous avez pas besoin de gérer ça. On a payé quelqu'un pour s'occuper de cette portion-là. Venez avec nous. Tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de profiter puis de jouer dans le bonheur de l'activité qu'il vous plaît. Fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, là. Ouais. Ouais, puis c'est la tranquillité d'esprit aussi au travers ça de, tu sais, même, mettons, encore si je me prends comme exemple que j'ai une certaine expérience, puis quand, moi, là, avant, c'est la partie que je déteste, là, l'organisation. La préparation. Je déteste cette partie-là, mais comme je suis capable de le gérer. Mais une fois que je suis sur le sentier, c'est là que je me sens à ma place. Puis dès que je commence à mettre les deux pieds sur le sentier, je suis comme, OK, ben là, je suis pratiquement en contrôle de ce qui se passe. Tu sais, c'est moi qui va faire de est-ce que je sors d'ici vivant ou non. Mais des fois, ça te tente pas de gérer ce stress-là, il faut que je me rende à tel point, il y a de l'eau ici, parce que même quand mettons moi, c'est que je l'ai tout préparé, puis tout ça, puis je sais sont où tous mes points d'eau, puis ces choses-là, mais malgré que je l'ai préparé, puis que cette partie-là est faite, ben une fois sur le sentier, il faut quand même que j'y pense que mon eau est ici, que je dors là, que ma nourriture est comme ça, mais en ayant le guide, en plus de tout préparer ça avant, mais c'est lui qui va t'aider à faire tout ça sur le sentier, puis à gérer ton horaire, là. Ben ouais. Puis c'est la chose des avec vacances. Ben oui, exactement. Puis tu sais, tu parles de tout l'aspect qu'il faut le préparer. Puis on va se dire les trois, tu sais, je pense qu'on vit un peu de notre passion du plein air. Mais tu sais, les gens qui ont des emplois plus traditionnels, plus typiques, où est-ce que il faut qu'ils aillent chercher les enfants à l'école, qu'ils gèrent leurs hypothèques, ils ont tu sais le soccer, ils ont leur vie personnelle. Ça prend du temps aussi préparer ça. Tu sais, combien de temps vous pensez avant, tu sais, fait que pour un 10 jours d'expé, tu sais, tu vas passer 20 jours à le préparer. Les gens ont pas ce temps-là dans la vraie vie, là, ils travaillent. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est pas juste que c'est les connaissances, les compétences de la préparation, mais en plus de ça, il faut trouver le temps. Fait que d'engager le service guidé, ben ça permet de tout économiser ce temps-là, économiser cette charge mentale-là. Puis comme tu le dis, Alex, c'est qu'une fois sur le terrain, même si tu le sais, tu sais, c'est pas genre ma gourde est vide, faut que je commence à chercher pour de l'eau. C'est hey René, j'ai plus d'eau. OK, tu sais, mais super, pas de problème. Merci de me l'avoir dit à ce moment-ci. Je t'arrange ça, puis tu sais, on trouve des solutions, mais c'est vraiment ça là. Fait que la nuance, elle est là, c'est sûr là. Ouais, parce que puis moi, c'est pourquoi je déteste cette partie-là, c'est que la préparation, c'est oui, il y a toute la préparation technique, comme, OK, je m'en vais à telle place, c'est quoi l'environnement, blablabla, toutes ces choses-là. Mais après ça, quand il y a des trucs de réservation, que ça soit le transport, si on parle d'exemple de l'Europe, qu'il y a beaucoup des refuges à louer, des choses comme ça, qu'à un moment donné, c'est rendu une job de secrétaire aussi, là, tu sais, comme d'être en email, en communication, parce que là, je pense vraiment à l'Europe que beaucoup des refuges, il faut que tu les bookes séparément puis que tu les appelles toutes séparément. Mais
là, c'est un package que tu achètes de OK, mais j'ai pas besoin d'appeler chacun de ces refuges-là. Je paye ce montant-là, je choisis tel guide, on choisit telle expédition, puis après ça, ben, il me reste juste ma préparation personnelle à faire, puis à être prêt rendu là à dire OK, je vais être assez en forme, puis tout ça, puis c'est... En tout cas, c'est exact, c'est ça. C'est un beau projet. Ouais. Ben, c'est comme on disait tantôt au restaurant, là, tu sais, moi, ça me tente bien de manger bio, équitable, régional, puis d'avoir de la pintade pour souper, là, mais tu sais, je sais pas où aller chercher de la pintade, là. Mais au restaurant, je vais aller là, c'est sur le menu. Parfait, c'est ça qu'on mange à soir, c'est organisé, là, tu sais. Ouais. Oui, mais tu sais, on est tous humains, tu sais, puis là, on parlait de ça. Dans le fond, le guide devient un petit peu le pilier, là. C'est la référence pour tout le monde dans le groupe. En tant que guide, t'es vraiment au centre de tout ça, puis c'est toi qui tiens le groupe, dans le fond. Est-ce qu'il y a eu des moments, tu sais, on est tous humains, y a-tu des moments où est-ce que t'as senti que ton pilier était pas assez fort, ou est-ce que tu t'es senti, il a fallu que tu te remontes dans ces moments-là? Ben c'est sûr qu'il y a des matins que t'es moins motivé, mais ça fait un bout de temps, là, tu sais, ça fait quand même assez longtemps que je fais ça, fait qu'on dirait que je suis capable de passer par-dessus ça. Je te dirais que les projets maintenant dans lesquels je m'engage, c'est des projets qui me motivent énormément. Okay. Fait que déjà, je pars avec le couteau entre les dents, puis je suis prête, là, tu sais, fait que c'est rare que je me sente démotivée, puis la motivation que j'ai, veux pas, elle est nourrie du fait que j'ai une responsabilité énorme envers les gens avec qui je suis. Fait que, tu sais, quand je disais au début, il faut apprendre à se mettre de côté, ben c'est là que c'est, là. Tu sais, j'ai pas le droit de... Tu sais, si la face de ton leader a l'air complètement déconfite, c'est sûr que les gens qui sont sous sa gouverne va être complètement à terre, là, tu sais. Fait que, moi, peu importe ce qui se passe dans ma vie personnelle, dans mon moment, faut vraiment que j'aille l'interrupteur allumé à on et puis que je sois de bonne humeur. Puis c'est moi qui crée cette énergie-là. Fait que j'ai pas d'affaire à me laisser démotiver. Puis par rapport à ce que je guide, si on veut, un guide qui fait bien son travail devrait jamais se retrouver à guider au-dessus de ses compétences puis de ses qualités, là, tu sais. Fait que moi, je me retrouve rarement, jamais. Je me suis jamais retrouvée dans quelque chose que j'étais pas capable d'encadrer. Tu sais, fait que il y a des affaires que je fais personnellement, je vais me pousser personnellement, je me dis OK, là, je m'en vais dépasser ma limite personnelle pour me tester. Ben c'est sûr que je vais le faire tout seul ou avec un groupe d'amis à qui j'ai confiance, mais je le ferai jamais à titre de guide en amenant du monde vulnérable avec moi, de moi-même, ne pas être certaine. Fait que quand je guide, je suis tout le temps à guider quelque chose qui est en dessous un peu de ce que je sens que ma force psychologique, physique, compétences, qualités vont être capables de gérer, là, tu sais. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, quand t'es sur le terrain comme ça, t'as beau être tellement familiarisé avec tout ça, avec tout ce milieu-là, mais t'as pas juste ta personne à gérer, fait que c'est bien d'aller un peu en dessous parce que là, comme tu dis, il faut que tu sois à ton 100% constamment. Donc, c'est un peu moins épuisant si t'es vraiment dans ta zone de confort, puis là que tu peux donner ton 100% à tout le monde, puis qu'il y aura pas un moment que tu vas te sentir un peu overwhelmed, puis que, tu sais, comme tu dis, c'est ne pas avoir à pousser ses limites quand tu guides pour une dizaine de personnes, là. C'est pour ça aussi que sur les grandes expéditions, tu sais, les expéditions où est-ce que la charge mentale est plus importante parce que la prise de décision, elle a plus de conséquences. Vous allez voir, les ratios d'encadrement vont diminuer, puis on va souvent être plus qu'un guide. Parce que ça nous permet, moi j'adore travailler avec des collègues, parce que ça nous permet de se vider un peu de la charge mentale qu'on pourrait avoir gagnée dans le quotidien. Puis ça nous permet aussi d'avoir quelqu'un qui a les mêmes références que nous par rapport aux risques encourus, à la prise de décision, pour rebondir sur des idées, des solutions, des façons de fonctionner. Fait que c'est ça. Fait que vous allez le voir là, dans les expéditions de longue durée, dans des environnements plus hostiles, où est-ce que les conséquences d'une mauvaise décision sont plus importantes, les ratios sont réduits, puis souvent on va travailler à plus qu'un guide. Ça fait juste du meilleur encadrement. Puis la préparation devient vraiment importante avant pour appréhender comme toutes les peurs, les défis qu'on va avoir sur le terrain, puis OK, mais là, avant de partir, oui, tu payes pour un certain forfait tout inclus, comme qu'on disait, mais tu vas avoir des devoirs à faire avant de partir sur telle expédition parce que celle-ci demande telle habilité. Là. C'est là l'important de rencontrer puis de parler du défi avant et pas
directement rendu sur le terrain. Ouais, exact. Mais tu vois, comme là, je m'en vais guider dans le sud-ouest des États-Unis. Tu sais, je fais les grands parcs, là, fait qu'on atterrit à Las Vegas, on s'en va à Zion, Grand Canyon, on va passer par Monument Valley, tu sais, Canyonland, tout ce coin-là. Ce sont les parcs pas mal classiques, là, aux États-Unis. Je suis toute seule pour 12. Tu sais, mais je me sens pas intimidée de tout ça parce que la prise de décision est vraiment, à mon sens, là où je suis rendue dans ma carrière, pour moi, c'est des prises de décision qui sont faciles, peu de conséquences. Je suis en maîtrise du territoire, je suis pas dépassée, tu sais. Mais tu sais, si tu me dis, René, demain, tu vas guider un truc dans l'Arctique, ben c'est 1 pour 4, là, tu sais. Le ratio, il va changer, là, ouais. Puis dans les cas où vous êtes plusieurs guides, de quelle façon vous partagez les tâches, les responsabilités pour l'expédition? C'est selon vos forces, vos expériences? Est-ce que tout le monde a les mêmes rôles? Ouais, c'est ça va vraiment varier. Généralement, on a un chef d'équipe. Fait qu'on va avoir un guide d'expédition, le guide en chef, que toute l'information va se tourner plus autour de lui. Puis après ça, quand t'es le guide, le second, dans le fond, ton rôle, c'est vraiment d'être le meilleur équipier possible pour faire en sorte que la vision du guide en chef, elle se réalise. Puis on sert un petit peu de radar pour feeder, le nourrir les idées du guide en chef, participer aux discussions, partager nos observations pour qu'on soit vraiment en équipe capable de prendre un peu une direction. Puis après ça, veut pas, quand on arrive dans une idée où est-ce qu'on n'a pas nécessairement un consensus puis que là, il faut trancher, ben on a quelqu'un qui est décisif de dire, ben regarde, cette expédition, c'est moi le guide en chef, donc je décide ça. Une fois que la décision est prise, en étant un bon second, notre rôle, même si c'est pas nécessairement la décision que nous, on aura prise, moi, mon rôle, ça devient d'être un rôle de support pour mon chef d'expédition, de dire, OK, moi, ma job à partir de maintenant, c'est de m'assurer que ton plan fonctionne. Fait que je vais tout donner, mettre en œuvre pour que ça devienne la voie à suivre, puis on va réussir. Puis si on a quelque chose à se parler, ça sera à la suite, au retour d'expé, on fera un débrief, un retour, puis à ce moment-là, on s'en parlera, mais ouais, pas devant les membres. Je le vois. Pas devant les membres de l'expédition. Ouais, c'est ça. Les gardes en confiance. Hein. Mais tu sais, puis je te dirais, tu sais, quand on tombe dans des expéditions comme, tu sais, des expéditions où est-ce que là, il y a vraiment, encore une fois, je reviens à prise de décision avec conséquences importantes. C'est rare qu'on va être jumelé. En tout cas, moi, j'accepterais pas de me faire jumeler pour quelque chose comme ça avec quelqu'un que je connais pas. Tu sais, moi, parce que c'est un travail d'équipe, puis tu veux que ton équipe soit performante parce que tu veux réussir ton objectif. Fait que moi, j'ai des collègues avec qui je travaille super bien dans différents contextes. J'ai un inventaire là de guides avec qui je travaillerais puis j'aimerais travailler. Fait que quand j'ai une opportunité de contrat puis que je me dis OK, ça me prend quelqu'un d'autre pour travailler avec moi, ben là, je vais choisir la bonne personne qui va venir compléter ce que moi j'ai besoin pour qu'on réussisse à mener à terme l'aventure, l'objectif, le voyage. Ouais. Pour créer la symbiose parfaite pour cette expédition-là. Oui, puis aussi, il faut se rendre compte, tu sais, quand on guide à deux, tu sais, on passe quand même, mettons que je suis en expé, des fois, je guide des trucs, tu sais, ça va être du 12, 14, 21, 26 jours. Tu sais, 26 jours avec du monde. Tu veux qu'un collègue, ou est-ce que t'es 24 heures sur 24, tu sais, tu veux quelqu'un avec qui t'es comme lié d'amitié aussi, là. Il y a quelque chose là-dedans, là, où est-ce ça va au-delà de la job. Là. Ouais. Quand je vais travailler sur des affaires où est-ce que je sais, hey, on va travailler fort, là, mais on va avoir du fun en le faisant. Fait que, puis des fois, je vais te dire, ben honnêtement, je vais préférer prendre des gens, tu sais, je préférerais de loin prendre quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu moins compétent, mais qui a une attitude plus positive, que quelqu'un qui a une attitude de merde, mais qui est plus compétent. Parce que dans le long terme, là, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va gagner. Fait que, moi, je suis plus de cette vision-là. Ouais. Ouais, puis ça rend la chose plus agréable pour toi, pour l'équipe. Tu sais, ça se sent là quand il y a quelque chose qui fonctionne pas dans un groupe, malgré que les gens sont là pour eux se faire guider tout ça, mais ils vont se sentir que comme je pense qu'il y a une chimie qui marche pas, puis ça revient un peu à ce que tu disais, que t'es là pour rendre leur expérience comme agréable. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas entre les deux guides, mais c'est sûr que ça déteint sur le client, là. Oui, puis à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'il faut travailler d'autant plus fort parce qu'il faudrait jamais que ça paraisse. T'sais, il faut pas que ça paraisse. Les gens, ils sont pas là pour ça. Fait que tout ce qui est personnel, il faut qu'on le mette de côté. On doit être vraiment dédié à ce qu'on est en train de faire. Les gens, ils nous ont confié cette responsabilité-là, puis c'est ça notre travail. Fait que, si tu veux bien faire ton travail, il faut que tu apprennes à te mettre de côté puis d'être 100% dédié à ce qui se passe là, pour les gens autour de toi. Ouais. Super.
Écoute, moi, ça m'a plongé, ça m'a aidé à comprendre un petit peu l'univers du métier de guide, là. J'aimerais ça savoir, là, c'est une question un peu sombre. Puis on a parlé de tes collègues, peut-être des histoires qui se sont passées dans le passé. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer un accident grave ou même la mort lors de vos expéditions? Tu commences à vous voyez ou non, je pense que c'était en général avec d'autres. C'est parce que j'assume que dans ce genre d'expédition-là, vous êtes plus qu'un guide. Là. Fait que je parlais de vous en tant qu'équipe de guide. Inquiète-toi pas. Tout d'un coup, j'ai pris un autre niveau à commencer à vous voyer, on te respecte vraiment. Là. Tu nous as dit toute ton expérience, donc il faut vraiment la vouvoyer. Non, parce que ça se fait pas... Mais... Écoute, oui, je vais toucher du bois. Heureusement, pour moi, j'ai jamais eu à gérer des décès. J'ai des collègues qui ont eu malheureusement des décès sur des expéditions. Des fois, veux pas, là, c'est des choses qui vont arriver. Il y a tout le temps une partie de risque dans l'expédition. J'ai eu, par contre, à gérer des évacuations. J'en ai eu 2. Donc, une en altitude. Encore une fois, on était au camp de base de l'Everest. J'ai eu une participante qui a fait un œdème cérébral. Puis, elle a fait un œdème cérébral à la fin de la journée. Fait que c'était impossible d'avoir une évacuation par hélicoptère. On était à peu près à 5400 mètres là, d'altitude. Donc, fallait attendre le lendemain. Donc, on avait juste un cylindre d'oxygène, mais heureusement, on avait un caisson hyperbare. Donc, on a fallu se relayer, moi et l'équipe de guide népalaise, on a dû se relayer à pomper le caisson hyperbare. Le caisson hyperbare, ça revient, dans le fond, à imiter une pression atmosphérique en dessous de 2500 mètres d'altitude. Fait que ça vient vraiment aider en cas d'œdème cérébral. Donc, on a réussi à gérer ça avec l'oxygénothérapie et avec le caisson hyperbare jusqu'au lendemain matin où est-ce qu'on a pu l'évacuer de façon sécuritaire par hélicoptère. Fait que ça a été quand même assez intense. Et puis, dans les Rocheuses canadiennes, j'ai déjà eu quelqu'un également là, qui a comme un peu... Non, il a bien fait ça, là. Il a un peu déboulé une moraine. Ouf! Ouais, c'est ça. Fait qu'il s'est retrouvé, dans le fond, un peu encastré dans les cailloux en bas. Fait qu'il s'est comme fendu le crâne, puis il s'est surtout cassé le talon. Fait que lui, ça a été aussi une évacuation par hélicoptère. Mais heureusement, je vous dirais, là, dans la somme de mes 20 années d'expérience, ce sont les 2 seuls cas. Puis je vais vraiment attribuer ça à des accidents faisant partie des risques inhérents à la pratique de certaines activités dans certains milieux. Donc, ça l'arrive. Puis je vous dirais en lien avec ça, méfiez-vous du guide qui vous raconte tout le temps des accidents puis des incidents qu'il a eu à gérer, parce que moi, quelqu'un qui se vante que ah oui, j'ai déjà eu ça, c'est qu'en quelque part, il fait pas bien son travail, parce que nous autres, on est payés pour être précautionneux. Fait que si quelqu'un se vante qu'il y a eu un paquet d'incidents à gérer, des activités, il y a peut-être eu quelque chose. Dans sa vie personnelle, c'est autre chose, mais avec des groupes, tu sais, on parlait de tolérance au risque. La tolérance que j'ai au risque avec un groupe, elle est clairement inférieure à celle que j'ai. Même, je suis pas quelqu'un qui prend des risques, je suis pas très téméraire, mais elle est même inférieure à ce que moi je fais dans ma pratique personnelle, parce que les gens, ils comptent sur moi pour que je prenne des décisions pour eux. Fait que, tu sais, je voudrais pas prendre la mauvaise puis faire en sorte que quelqu'un vienne qu'à se blesser ou quelque chose comme ça. Donc, je suis extrêmement précautionneuse, là. Parce qu'ils comptent sur toi, dans le fond, pour que ça se passe bien puis pour les rapporter en vie en une certaine partie... En certaines parties là que t'es rapporté en vie, puis la famille, souvent, tu sais, ces gens-là il y a des gens qui vont prendre un guide parce qu'ils se sentent pas, comme tu dis, confiants en leurs compétences, puis tout ça. Puis des fois aussi, c'est la famille, tu sais, mettons, les parents d'une jeune fille, d'un jeune homme qui dit j'aimerais ça, ok, tu t'en vas là-bas, mais prends un guide parce que moi, en tant que parent, ça me sécuriserait. Comment tu deals avec cette pression-là de dire, OK, il faut que je rapporte ces gens-là en vie, puis un autre, je vais mettre pas juste en vie, mais pas trop abîmé. Tu sais. Ouais, pas trop abîmé. Puis je vais mettre un autre astérix à cette question-là. Tu parlais des gens qui se sont blessés, puis tout ça. Comment tu deals avec les traumatismes que ça peut avoir engendré, puis comment parmi tu fais pour pas que ces gens-là restent traumatisés? Là, c'est plusieurs questions d'un coup, là, mais... Comment vous dealez avec lorsqu'il y a un accident comme ça ou les 2 qui sont survenus? C'est quoi le protocole après, tu sais, pour gérer le traumatisme de l'équipe, de la famille, de toi-même? Ouais.
Ben, en fait, il y a pas vraiment de protocole, là. Je pense que ça vient partie de l'empathie que je parlais plus tôt, là. Fait que, il y a une valeur humaine qui est associée à ça, d'être empathique, réconfortant en lien avec ça. Puis après ça, ben, tout le monde le gère un petit peu différent, puis ça vient vraiment être du cas par cas. Mais c'est sûr qu'il faut développer cette sensibilité-là à l'autre, parce qu'en effet, il peut y avoir après ça, il peut y avoir un peu, là, de séquelles là, suite à ça à l'intérieur d'un groupe quand il y a quelque chose de gros. Mais comme je vous dis, heureusement, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'ai pas eu à gérer ça souvent. Dans le cas de la personne qui était tombée de la moraine, on était dans un groupe super hétérogène. C'était comme le jour 3, personne se connaissait. Fait que, il y a pas eu grand... Puis la personne, elle s'est blessée, elle a pas écouté une de mes consignes. T'sais. Fait que il y avait comme rien à vraiment gérer, outre le fait que tout le monde on avait quand même vécu un moment intense par rapport à tout ça. Fait qu'on a fait juste un retour, mais le lendemain, c'était quasiment oublié. Dans le cas de la personne, de ma participante que j'ai dû évacuer à cause de l'œdème cérébral, elle était là avec sa copine. Donc, c'est sûr que suite à ça, quand on est revenu au Canada, les filles, elles m'ont recontacté, puis on a pris une bière ensemble. On est allés là, vraiment faire les deux. Ouais, on a fait les 3 ensemble. En fait, on a fait un retour. Mais tu sais, juste, on avait comme tout le monde besoin de ventiler un peu. Ben oui. Tout s'était bien passé, puis tout ça, mais c'était quand même, il y avait une intensité dans ce qui avait été vécu. Donc, on a pris une bière, on a jasé de tout ça, puis ça a fait du bien là à tout le monde de juste pouvoir l'évacuer. Ouais. Fait que je pense que c'est important. Là, comme tout moment un peu comme ça, où est-ce qu'il y a comme une intensité émotionnelle de liée à ça, où est-ce que on est venu dépasser une certaine limite, on s'est fait peur parce qu'il y a eu des enjeux réels, ben un retour de ça, là, c'est vraiment important. Ouais, mais je pense que ça revient, en fait, tu sais, à ce qu'on disait premièrement, avant de regarder c'est quoi, tu sais, dans quoi qu'on s'embarque exactement, puis tu sais, ça fonctionne peu importe à qui tu le fais, que tu le fais avec un guide ou que tu le fais entre amis, d'être prêt à ce qui peut arriver sur le terrain, puis d'être prêt aux éventualités, à tous les risques, mais aussi à, OK, mais ça se peut que... Des fois, ça peut aller, genre, si on enlève même se blesser, là, juste arriver à une place qu'on a tellement idéalisée, puis tout ça, puis que t'arrives, puis en fin de compte, ben, on est dans un gros nuage blanc, puis on n'a aucune vue, mais c'est d'être prête à toutes ces éventualités-là. Puis comme tu dis, l'importance de, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais peut-être de pas le garder pour soi, puis d'après aller en parler, puis de se revoir, puis de discuter de ce qui s'est passé, puis je pense que ça peut vraiment aider, comme tu dis, à rendre l'expérience moins traumatisante ou oui. peut-être plus agréable. Non, c'est important, Ouais, de décompresser ensemble suite à un événement qui était énervant. Là, Merci de t'être joint à nous, puis je crois que cet épisode-là va être vraiment pertinent pour apprendre à connaître la vie de guide puis tout ça, mais va être intéressant aussi pour les gens, tout le monde qui part en groupe puis qui veulent qui aiment un peu être avec des amis, mais comme on disait tantôt, des fois, on sait pas trop lire les signaux et tout ça, fait que je pense que ça va être pertinent pour beaucoup de gens, puis je suis sûr que ça va donner le goût à des gens de partir à expédition guidée, expédition avec toi. Fait que si tu veux finir sur un mot de la fin, est-ce que tu as des expéditions qui restent de la place puis que tu invites les gens à partir avec toi? Ah, ben c'est super gentil. Ben merci Alex et Catherine de m'avoir accueilli, puis merci pour votre beau travail avec le podcast. Pour vrai, j'adore vous écouter là, fait que c'est génial. Tant mieux si ça a inspiré du monde à venir avec moi, ça c'est génial, mais tu sais surtout sur le métier de guide qui est encore peut-être moins connu. Beaucoup tendance à penser là juste au plein air, mais que c'est vraiment un réel métier, qu'il y a des formations qui existent pour se lancer dans ça. Puis moi ben on est déjà en train de travailler sur les expéditions 2.25 parce que toutes nos expéditions 2.24 sont bookés. Fait que juste pour vous dire, ça book vite. Il y a vraiment un grand intérêt pour ce type d'aventure-là, surtout en ligne avec les chefs de montagne, là, tout le regroupement féminin. Fait que ça fonctionne bien de notre côté. Fait que les expéditions, on va les annoncer probablement cet automne pour 2.25. Fait que restez à l'affût. Puis on est en pleine période d'inscription présentement pour la prochaine cohorte de futurs guides pour le programme du Cégep de Saint-Laurent. Fait que s'il y en a qui ont été inspirés par le métier, surveillez soit les réseaux sociaux, le site Internet, parce qu'il va y avoir des soirées d'information, puis on est en processus d'inscription. Fait que merci à vous deux de votre écoute, de votre attention, de votre podcast. J'ai vraiment hâte d'avoir la chance de vous recroiser, là. Merci infiniment à toi, de ton temps, de ta générosité, René-Claude. Ça a été un moment super inspirant. Puis on va mettre tous les liens là vers les chefs de montagne et les formations
dans la description. Fait que merci beaucoup, puis au plaisir. Merci, c'est toujours un plaisir de te parler. Bye. Donc, merci René-Claude, merci à vous d'avoir écouté ce podcast-là jusqu'à la fin. C'est toujours apprécié de vous avoir avec nous. Laissez-nous des commentaires, écrivez-nous des messages si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle. Puis partagez-le si ça vous a intéressé. C'est toujours un énorme plaisir d'être avec vous. Puis on se reparle dans un prochain épisode. À la prochaine!